Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle, Parnell et Claire dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Chers auditeurs, chères auditrices du Café de Sèvres, bonjour à tous. J'ai le plaisir d'être avec vous pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, j'accueille Bénédicte Bouillot. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Alors vous êtes enseignante ici au Centre Sèvres, docteur en philosophie. Vous avez rédigé votre thèse notamment sur Edith Stein dont nous allons parler. Parce que vous êtes l'autrice, la co-autrice d'un ouvrage intitulé « Éveille-toi mon âme, introduction à la philosophie d'Edith Stein ». Vous l'avez coécrit avec Christophe Béja et il paraîtra dans quelques jours, le 18 octobre, publié par les éditions des Clés de Brouwer. Alors, Edith Stein, c'est un sujet intéressant, mais Edith Stein est une personne, j'ai envie de dire, pas très connue. Moi, j'ai entendu parler d'Edith Stein, notamment durant les messes, lorsqu'on célèbre sa journée. On dit parfois, elle a pris un autre nom, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, juive convertie au catholicisme. Beaucoup de choses intéressantes, voilà, morte à Auschwitz. Mais en dehors de cette petite présentation, il n'y a pas tellement de choses que l'on sait sur elle. Alors, pouvez-vous nous parler un peu d'Edith Stein? Qui était-elle? Comment a-t-elle grandi? Et dites-nous en plus, s'il vous plaît. Alors effectivement, Edith Stein n'est pas une figure très connue en France aujourd'hui. On la confond encore assez souvent avec Etty Hillesum, par exemple. Donc c'est une philosophe allemande. Elle est née en 1891 à Breslau, en Silésie. C'est la Pologne actuelle. Et elle grandit dans une famille juive bien assimilée. Elle est la dernière de 11 enfants, je crois. Et elle perd son père quand elle a 2 ans. C'est sa mère qui va mener de front l'éducation des enfants et puis la direction de la petite entreprise familiale, un commerce de bois qu'elle va d'ailleurs faire prospérer. Edith Stein a beaucoup d'admiration pour le courage de sa mère, une femme très, très croyante, très, très fidèle à la célébration du Shabbat et des fêtes religieuses. Alors sur l'enfance et la vie étudiante d'Edith Stein, on peut lire sa biographie, vie d'une famille juive, qui montre comment germent en elle certaines questions qui vont orienter ensuite sa pensée. Très jeune, elle manifeste une grande soif d'apprendre. Elle est férue de littérature, d'histoire. Elle observe avec beaucoup de profondeur ce qui se passe en elle et autour d'elle. Et déjà, elle est sensible à cette question de l'âme. Elle parle de ce monde caché au plus profond d'elle-même et de ce souci qu'elle a de connaître, mais elle dit l'âme humaine, celle des individus et celle des peuples. Et c'est ce qui va la conduire vers des études de psychologie d'abord, mais elle est déçue par la psychologie de son temps, une science qui est encore à ses tout débuts et qui n'est pas fondée de manière assez rigoureuse selon elle. Une psychologie sans âme, elle dira aussi. Et c'est à ce moment-là qu'un ami va lui faire lire le 2e volume des Recherches logiques de Husserl, qui vient de paraître. Alors elle dévore le livre, pourtant une difficulté assez redoutable, et en plus sans avoir lu le 1er volume. Husserl lui-même sera admiratif quand il apprendra ça. Et tout de suite, elle est séduite par la démarche phénoménologique qui consiste à revenir aux choses mêmes, selon la devise de Husserl. Donc une démarche qui veut refonder le savoir à partir de l'expérience, à partir du vécu des choses. Et elle est convaincue, comme elle dit, que Husserl est le philosophe de son temps, et elle veut le rejoindre à Göttingen où il enseigne. Mais ce qui veut dire pour elle quitter sa famille, laisser la thèse de psychologie qu'elle avait entreprise. Mais l'appel est trop fort, rien ne peut la retenir. Et je crois que cette décision est tout à fait caractéristique de cette liberté intérieure qui motive tous ses choix tout au long de sa vie, et de cette capacité qu'elle a à sentir intérieurement un appel à travers les événements et d'y répondre avec une grande détermination. Et ça dit précisément quelque chose de cette vie de l'âme que sa philosophie va ensuite analyser. Donc Edith Stein rejoint Husserl à Göttingen, où elle suivra aussi l'enseignement de Max Scheler.
Elle va intégrer le cercle de Göttingen, ce groupe de jeunes phénoménologues qui entourent Husserl et qui va jouer un rôle très actif dans cette aventure de la phénoménologie naissante. En 1916, elle soutient très brillamment une thèse sur le problème de l'empathie, donc une thèse qui est dirigée par Husserl, qui l'engage d'ailleurs aussitôt comme assistante. Voilà. Alors au bout de 18 mois, elle préférera se consacrer plutôt à ses recherches personnelles sur la personne humaine notamment. Voilà. Et elle va écrire à partir de cette période plusieurs essais en vue d'obtenir une chaire à l'université. Mais voilà, c'est un projet qui va échouer comme un autre qu'elle entreprend 10 ans plus tard. Et ça, malgré ses grandes qualités philosophiques qui sont reconnues par Husserl et par beaucoup d'autres. Mais voilà, l'université n'est pas prête à confier une chaire de philosophie à une femme. Et quand elle obtiendra un poste en 1932 à Münster, là, c'est en tant que juive cette fois qu'elle devra y renoncer. Alors, effectivement, entre-temps, si vous y faisiez allusion, Edith Stein est devenue chrétienne. Elle est baptisée à l'âge de 30 ans. À l'époque où elle commence à s'intéresser au christianisme, elle s'était éloignée de la foi juive. Parce que ce qu'elle avait perçu du judaïsme à l'adolescence, ça ne comblait pas en fait ses attentes intellectuelles et spirituelles. Donc elle traverse une longue période d'indifférence religieuse. Et puis ce sont des témoignages de foi de la part d'amis, notamment de ce cercle de Göttingen, qui vont lui faire découvrir la puissance de la croix. Et puis parallèlement, la phénoménologie va aussi contribuer à la ramener vers les questions religieuses, alors sans nécessairement parler de Dieu, mais en transformant son regard sur le réel, et de proche en proche. Voilà, ça va l'ouvrir à ce qu'elle appelle les phénomènes religieux. Voilà, et c'est une foi chrétienne qu'elle découvrira toute la profondeur de la foi juive et qu'elle aura une conscience toujours plus grande de l'enracinement de la foi chrétienne dans la foi juive, avec cette conviction qu'Israël est toujours partie prenante du dessein de salut de Dieu. Donc bien avant Vatican II, elle s'oppose aux théologies de la substitution qui prévalaient encore dans l'Église de son temps. Voilà, alors après sa conversion, elle ne délaisse pas la phénoménologie, mais elle découvre Thomas d'Aquin, elle traduit son De Veritate, et puis elle poursuit sa réflexion sur la personne humaine à travers une articulation originale entre phénoménologie et métaphysique. Donc elle est déjà dans ces questions qui sont au cœur de la phénoménologie ultérieure, Ricoeur, Lévinas, Merleau-Ponty, Jean-Luc Marion, c'est-à-dire celle d'un prolongement nécessaire ou pas de la phénoménologie. Voilà. Et alors en même temps qu'elle poursuit ses recherches, elle enseigne dans une école tenue par des dominicaines, ce qui va la conduire à toute une réflexion sur l'éducation des femmes. On est dans cette époque de grand bouleversement de la condition des femmes. Et en fait, plus radicalement même, elle s'interroge sur le fondement et le sens de la différence sexuelle, plus de 20 ans avant Simone de Beauvoir. Voilà. Et puis elle déploie aussi très tôt une résistance active contre le nazisme, jusqu'à demander à Pie XI en 1931 sa condamnation officielle par l'Église. Voilà, en 1933, elle entre au Carmel de Cologne. 12 ans plus tôt, c'est la lecture de la Vida de Thérèse d'Avila, qui avait été vraiment l'ultime événement qui l'avait conduite à se décider à demander le baptême, et puis qui l'a convaincue que sa place était au Carmel. Voilà, donc au Carmel, elle poursuit son travail intellectuel à la demande de ses supérieurs. Elle publie en 1936 son œuvre la plus aboutie, L'être fini et l'être éternel, qui est en partie une réponse critique à l'analyse que fait Heidegger de la finitude dans Être et temps. Et puis en 1938, elle s'exile aux Pays-Bas, elle rejoint le Carmel d'Echt, et c'est là qu'elle va être arrêtée, fin juillet 1942. Elle vient de terminer la rédaction de La science de la croix, un ouvrage sur Jean de la Croix. Elle est déportée à Westerbork, où elle croise Etty Hillesum, et puis déportée à Auschwitz-Birkenau, où elle meurt le 9 août 1942. Alors, je vous remercie pour cette introduction. J'ai envie de dire, c'est vraiment passionnant. Il y a beaucoup de choses que je viens d'apprendre. On peut se rendre compte que c'était en fait un personnage assez indépendant et surtout un peu en avance sur son temps quand on connaît un peu les difficultés qu'ont traversé beaucoup de femmes à son époque. Et en tant que juive, ça n'a pas dû être facile.
Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes. Mais une question que j'aimerais vous poser à vous maintenant, personnellement, pourquoi vous êtes-vous intéressé à Edith Stein? Je comprends qu'elle a un parcours remarquable, intéressant, mais quand même, Edith Stein et surtout le thème de l'âme, quelle est l'importance de ce thème encore, je veux dire, de nos sociétés contemporaines, tellement marquées par le concret et par la science, par exemple? Oui, alors il y a deux questions Oui, dans votre question, c'est ça. mais effectivement, bon, je crois que ce qui frappe, moi, c'est en tout cas dans mon itinéraire personnel, c'est Oui. comme ça que les choses se sont passées, et je vois que pour beaucoup, c'est le rayonnement de sa personnalité, c'est son itinéraire de vie, voilà, assez exceptionnel, qui suscite un intérêt pour Edith Stein. Hein, et on voit ça bon, dans les milieux catholiques, évidemment, surtout depuis qu'elle a été canonisée, voilà, déclarée copatronne de l'Europe par Jean-Paul II. Aujourd'hui, il est même question qu'elle devienne docteur de l'Église. Hein. Mais voilà, sa vie inspire bien au-delà de cette sphère catholique. Hein. Il y a qu'à penser au petit livre de Jan Moix, Mort et vie d'Edith Stein, ou au roman de Maris Wolinski, hein, la Passion d'Edith S., qui a été mise en scène il y a quelques années voilà, dans un grand théâtre à Paris. Donc, la figure d'Edith Stein attire, hein, mais l'accès à sa pensée philosophique est souvent difficile, hein, parce que bon, beaucoup de ses textes philosophiques ne sont pas traduits en français, déjà, et aussi parce que sa philosophie, bon, comme toute philosophie, a une certaine technicité qui est accentuée chez elle par le fait qu'elle est en conversation avec des auteurs d'époques très différentes, hein, avec la pensée d'Augustin, la métaphysique antique et médiévale. Bon, voilà, on est dans des univers de pensée très différents. Et donc, avec Christophe Béchard, on a été sensible à cette demande d'une vulgarisation, en quelque sorte, de la pensée d'Edith Stein. Voilà, proposer une aide pour entrer dans sa démarche et dans le contenu de sa pensée philosophique. Hein, bon, il n'existait rien jusque-là dans le monde francophone. Voilà, d'où ce livre qui se veut introductif à sa pensée philosophique, mais qui peut intéresser aussi des philosophes et des théologiens, puisque voilà, on l'a un petit peu indiqué, la pensée d'Edith Stein est en prise avec des problématiques philosophiques et théologiques enfin, d'une très grande actualité. Absolument. Alors d'où justement la question de l'âme, pour répondre à votre deuxième question, pourquoi l'âme est-ce qu'on n'en a pas fini avec cette notion au XXIe siècle après qu'elle était au cœur quand même de tout le discours sur l'homme dans la pensée occidentale, hein, depuis l'Antiquité voilà, jusqu'à l'époque moderne. Donc on a beaucoup discuté dans l'histoire de la philosophie sur ce qu'est l'âme. Hein, est-ce qu'elle est principe de vie ou seulement de la pensée? Est-ce qu'elle est propre au vivant en général ou spécifique à l'homme, etc. Mais à partir de la fin du XIXe siècle, c'est plus simplement la question qu'est-ce que l'âme, hein, mais voilà, est-ce que plus radicalement, est-ce que cette notion est légitime, pertinente pour penser l'homme? Voilà, et on voit donc la notion d'âme remise en cause, voilà, aussi bien par des courants matérialistes ou réductionnistes, enfin, qui cherchent à ramener le psychisme à des conditionnements neuronaux ou autres, que par au contraire des courants existentialistes qui veulent valoriser la spécificité de la subjectivité humaine et qui craignent que la notion d'âme revienne à substantifier en fait, la subjectivité, à la réifier. Voilà, on a reproché aussi à la notion d'âme de favoriser un dualisme qui opposerait l'âme au corps, voilà, qui empêcherait de penser la vie humaine dans son unité concrète. Hein. Pour certains aussi, la notion d'âme aurait une connotation trop religieuse. Bon. En même temps, aujourd'hui, cette notion, elle a tendance, on constate, à revenir sur le devant de la scène. Hein. Il y a qu'à voir le nombre de colloques, de publications qui sont consacrées à cette notion, comme si on prenait conscience en fait que certaines dimensions fondamentales de l'existence humaine, et même voilà, ses potentialités les plus hautes, ne pouvaient pas être pensées sans l'âme, voilà, qu'on ne pouvait pas en rendre compte simplement avec les notions de conscience, de sujet, ni avec le couple corps-esprit, hein, surtout quand l'esprit voilà, est réduit à la raison ou à l'intellect. Voilà, du coup, dans ce contexte, ça nous a paru particulièrement indiqué pour introduire à la philosophie d'Edith Stein de montrer comment, par la phénoménologie d'abord, elle montre la pertinence de cette notion d'âme et comment cette pensée de l'âme
ouvre la porte, on va dire, à une reconsidération d'autres thèmes comme la corporéité, l'identité personnelle, la liberté, l'intériorité ou encore l'expérience religieuse. Donc cette notion qui est au cœur de la pensée d'Edith Stein nous a semblé une manière privilégiée en fait de faire découvrir l'originalité, l'actualité, la profondeur de sa philosophie. Alors, comme je l'ai dit au début de ce podcast, vous êtes la co-autrice d'un ouvrage qui paraîtra dans quelques jours. Éveille-toi mon âme, introduction à la philosophie d'Edith Stein. Alors, pouvez-vous nous dire brièvement, pour revenir à l'ouvrage quand même, quels sont les différents angles, quels sont les différents thèmes, comment vous les abordez, comment vous les traitez, juste brièvement. Voilà, alors effectivement, on a essayé de rendre compte des différentes approches par Edith Stein de cette notion d'âme. Donc une approche d'abord phénoménologique. C'est l'occasion d'expliquer ce qu'est la phénoménologie. Dont le propre, c'est de revenir à l'expérience, au sens vécu des choses. Donc de nous faire prendre conscience de la richesse, de la profondeur d'une expérience qui nous est familière, mais que souvent on n'habite que très superficiellement. Alors, donc voilà, par la démarche phénoménologique, il s'agit de se rendre attentif à cette expérience de l'âme. Alors, qu'est-ce que c'est que cette expérience de l'âme ? Comment on y accède ? Donc, on essaye de montrer que cette mise en lumière de l'âme, elle est liée chez Edith Stein à l'attention particulière qu'elle accorde à la dimension affective de notre rapport au monde. Husserl, lui, s'intéresse davantage à ce qui relève de la rationalité objectivante, des expériences de perception, d'intellection pure, dans lesquelles le moi est souvent totalement tourné vers son objet et il s'oublie lui-même comme sujet. Mais dans le sentiment ou dans la volonté, je ne peux pas m'oublier, je me sens impliqué. En sentant quelque chose, en voulant quelque chose, je ne peux pas ne pas me sentir moi-même, me sentir être affecté ou me déterminant moi-même dans cet acte de volonté. Et en approfondissant donc l'analyse du sentiment, Edith Stein va montrer en quoi il est toujours aussi le sentiment, non seulement sentir de soi-même, sentir d'un objet, mais aussi sentir d'une valeur. Quand quelque chose m'est donné dans l'expérience, c'est toujours coloré, affecté d'une certaine valeur. Et ces valeurs, elles sont elles-mêmes corrélées à des couches de profondeur en nous. Tout le monde a expérimenté, par exemple, que la douleur qui est liée à une perte, la perte d'un simple bijou, par exemple, ça va affecter une couche intérieure moins profonde que si c'est un bijou qui est offert par un être cher, par exemple, et a fortiori si c'est un être cher qui a disparu. Et voilà, à travers ces vécus de sentiments et de volonté, le moi va découvrir un espace intérieur qui est formé de couches de profondeur qui se dévoile à la faveur de la rencontre avec ces réalités chargées de valeur. Alors, ce n'est pas automatique, ça suppose une disposition d'accueil et d'ouverture, mais voilà, ça signifie qu'on ne peut pas connaître a priori les limites de son âme, qui est toujours susceptible de révéler des profondeurs insoupçonnées, selon ce qui s'offre à elle. Donc, on n'est pas dans une opposition entre intériorité et extériorité. L'âme, c'est... Au contraire, ce par quoi la réalité extérieure à laquelle on est ouvert par notre corps, notre esprit, ce par quoi cette réalité, elle est ressentie, elle est intériorisée, elle est faite chair et sang, comme elle dit, accueillie en soi. Voilà, et donc à travers la notion d'âme, Edith Stein va relier l'affectivité, comme sentir de soi, sentir des choses et des valeurs, à cette capacité à s'ouvrir au monde pour en déchiffrer le sens, pour y exercer sa liberté à partir d'une volonté qui se creuse justement dans cet espace intérieur. Voilà. Et c'est donc dans ce processus dynamique que la personnalité se façonne. Alors, dans ces développements plus métaphysiques, on montre comment Edith Stein approfondit cette dimension médiatrice de l'âme, médiatrice donc entre l'intérieur et l'extérieur, entre affectivité et rationalité objectivante, entre corps et esprit. Médiatrice à l'image de l'humain qui est lui-même médiateur entre le ciel et la terre, entre Dieu et la création. Mais voilà, Edith Stein revient toujours à cette détermination fondamentale de l'âme comme se sentir soi-même, comme auto-affection, on dirait aujourd'hui. Et c'est toute son originalité.
Et puis donc l'approche mystique pour terminer, hein. Alors là il y aurait beaucoup à en dire, mais l'intérêt d'Edith Stein pour la mystique est d'abord phénoménologique, hein. C'est la mystique comme expérience qui intéresse Edith Stein, une expérience qui dévoile peut-être les possibilités les plus hautes de l'humain, hein. Et donc en un mot, la mystique, c'est ce qui va permettre de penser l'intériorité la plus profonde de l'âme comme étant habitée par la présence de Dieu, hein, comme étant la demeure de Dieu. Voilà, l'âme, le lieu de la plus grande intimité, qui apparaît comme étant aussi celui de l'hospitalité accordée à l'altérité la plus grande, celle du tout autre. Voilà, et donc l'approche mystique, hein, va faire apparaître comment l'âme qui exprime, on l'a dit, la dimension affective de la subjectivité, va trouver son déploiement ultime, on va dire, hein, dans la forme la plus haute de l'affectivité qui est l'amour, et ultimement l'amour divin, hein, qui embrasse et éclaire toute chose, hein. Bénédicte, tout cela est très passionnant, mais notre podcast touche à sa fin. Mais avant de rendre l'antenne, j'aimerais vous poser une question que j'ai coutume de poser à tous les invités ici. Quels sont les livres, les ouvrages que vous recommanderiez à quelqu'un qui, disons, aimerait se familiariser avec la philosophie d'Edith Stein? Et je ne parle pas de votre ouvrage qui déjà est un bon départ parce que je l'ai feuilleté, il est très accessible, je peux le garantir. Mais les ouvrages que vous recommanderiez à un parfait novice, d'ailleurs, seront-ils même accessibles? Parce que quand j'entends quand même Husserl, ça a l'air d'être assez abstrait. Donc, quels sont ces ouvrages? Absolument. Alors, j'ai suggéré tout à l'heure que la vie et la pensée d'Edith Stein étaient très liées, hein. Donc, moi, je conseillerais volontiers de commencer par une biographie d'Edith Stein. Alors, il y a celle écrite par elle-même, hein, Vie d'une famille juive, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, hein. Donc, un texte qu'elle écrit en 1933 comme acte de résistance au nazisme, hein. C'est pour rectifier l'image que les nazis véhiculaient du judaïsme. Oui. Hein. Donc cet ouvrage a un excellent moyen de la découvrir. Bon, il y a aussi de très bonnes biographies d'Edith Stein en français, notamment celle de Cécile Rastoin, hein, Enquête sur la source. Sinon, pour découvrir sa philosophie, je recommanderais un petit recueil qui s'intitule De la personne, hein, qui a été publié au Cerf par Philibert Secrétan, et qui comporte des extraits de différents textes, de différentes périodes d'Edith Stein sur la personne. Donc, notamment des textes phénoménologiques non traduits en français, mais aussi des extraits d'Être fini et d'être éternel, hein, son grand livre, des extraits de La science de la croix. Donc ça peut donner envie d'aller plus loin. Voilà, c'est une bonne sélection de textes pour commencer. Alors pour les plus courageux, on peut lire aussi sa thèse de doctorat sur l'empathie, qui est maintenant traduite au Cerf. Et ça peut être une bonne manière, vous faisiez allusion à Husserl, je pense que Edith Stein est beaucoup plus pédagogue que Husserl, et ce livre dans lequel elle expose justement la démarche phénoménologique, peut aider à comprendre la démarche phénoménologique. Alors, et concernant le Centre-Sèvres, y a-t-il des cours que vous dispensez ou des séminaires ce semestre ou le semestre prochain ici au Centre-Sèvres? Alors oui, je donne actuellement un séminaire de second cycle sur le thème eschatologie et responsabilité humaine dans la philosophie juive contemporaine, hein, où donc là j'aborde d'autres auteurs juifs, Franz Rosenzweig, Walter Benjamin, Emmanuel Levinas, André Neher, hein. Et puis je donne aussi un cours sur la vérité pour des étudiants en fin de premier cycle, pour l'actualité. D'accord. Alors, Bénédicte Bouillot, co-autrice d'Éveille-toi mon âme, introduction à la philosophie d'Edith Stein, paru, ou plutôt qui paraîtra chez Des Clés de Brouwer. Voilà, la sortie est prévue pour le 18 octobre prochain, ouvrage coécrit avec Christophe Béchard. Je vous remercie infiniment de votre temps, merci de nous avoir fait découvrir un personnage fabuleux et une philosophie tout autant passionnante. Un grand merci à vous. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres, je vous remercie une fois de plus pour votre fidélité, pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Vous
écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt!